Je m'appelle Élodie Dubois et j'avais 32 ans quand j'ai appris que, dans ma famille, la propriété ne comptait que jusqu'à ce que quelqu'un d'autre décide qu'il en avait plus besoin que vous. Une semaine après avoir fini de rembourser mon appartement, ma sœur cadette a débarqué pour me dire qu'il n'était plus vraiment à moi. La lettre de la banque est arrivée un jeudi matin, une enveloppe simple, sans feu d'artifice ni confetti, juste une ligne de texte indiquant que mon crédit immobilier était intégralement remboursé. Je n'ai pas pleuré, je n'ai appelé personne, je me suis assise au bord de mon canapé et je l'ai relu tellement de fois que mes yeux ont commencé à se brouiller, comme si les mots allaient se réorganiser si je détournais le regard trop longtemps. Je l'ai scotché sur mon frigo avec un vieil aimant en forme de vache que j'avais depuis mes années à la fac à Lyon. C'était la plus grande victoire de ma vie, mais aussi quelque chose en quoi je n'avais pas encore tout à fait confiance, comme si je me détendais trop, quelqu'un allait me dire qu'il y avait eu une erreur. L'appartement n'avait rien d'impressionnant, un T3 dans le 7e arrondissement, de l'électroménager vieillissant, un parquet qui grinçait aux mêmes endroits chaque soir comme pour me rappeler qu'il était là bien avant moi. La deuxième chambre était moitié débarras, moitié bureau, ma solution de fortune parce que je travaillais dedans et que je ne pouvais pas me payer un logement avec un vrai bureau quand je l'ai acheté 5 ans plus tôt, mais c'était à moi. Chaque bosse, chaque raccourci, chaque réparation bon marché racontait à quel point j'avais travaillé dur pour en arriver là. J'avais sauté les vacances, conduit une Clio assez vieille pour passer le bac, appris à réparer les éviers qui fuient sur YouTube au lieu d'appeler des plombiers. Pendant que mes amis sortaient le week-end, j'enchaînais les missions en freelance et les livraisons de repas à vélo. Quand ils postaient des photos de plage sur Instagram, je comptais mes tickets de caisse. Pendant des années, cet appartement a été la ligne d'arrivée vers laquelle je rampais. Alors, quand ma sœur Nathalie a débarqué à l'improviste ce mardi après-midi, tenant un énorme café glacé comme si elle était la propriétaire des lieux, j'ai brièvement pensé qu'elle venait peut-être me féliciter, ce qui fut ma première erreur. Elle n'a pas dit bonjour, elle n'a pas attendu d'invitation, elle est passée directement devant moi et a commencé à regarder autour d'elle, ses yeux parcourant tout comme si elle inspectait une location Airbnb. Elle a jeté un coup d'œil dans la deuxième chambre, la salle de bain, même dans le petit placard de mon bureau. C'est plus grand que dans mes souvenirs, a-t-elle finalement dit, les mains sur les hanches. Merci, ai-je répondu. Elle a hoché la tête comme si elle venait de confirmer quelque chose d'important dans sa tête, puis elle s'est tournée et m'a regardé droit dans les yeux. On s'est mis d'accord pour dire que ça devrait être un logement familial maintenant. J'ai cligné des yeux. Pardon ? Elle l'a répété, plus lentement, comme si je ratais une évidence. Maman et papa pensent que c'est logique, tu n'as pas vraiment besoin de tout cet espace. J'ai ri, c'est sorti avant que je puisse m'arrêter, un son sec et gênant. Tu plaisantes. Nathalie n'a pas souri. Les heures de Marc ont été réduites au collège, a-t-elle continué, la crèche coûte une fortune et toi tu es juste là, toute seule. Elle a haussé les épaules. C'est un peu égoïste de garder tout cet espace pour toi. Égoïste. Ce mot a atterri plus durement que tout ce qu'elle avait dit d'autre. J'ai regardé autour de mon appartement comme si elle voyait quelque chose que je ne voyais pas, une salle de bal cachée, une aile supplémentaire que j'aurais oubliée. Nathalie, ai-je dit lentement, ce n'est pas une maison de famille, je l'ai achetée, je l'ai payée. Elle a agité la main comme si c'était un détail technique. Allez, tu n'utilises même pas la deuxième chambre, on va emménager et tu pourras trouver quelque chose de plus petit, tu t'en sortiras très bien. Elle a dit ça comme si elle annonçait la météo. Il faut qu'on soit installé avant la fin du mois prochain, a-t-elle ajouté en reprenant déjà son café, ça devrait te laisser assez de temps. Je suis resté planté là. J'avais entendu des choses dingues de la part de ma famille au fil des ans, mais là, c'était un nouveau territoire. Ce n'était pas emprunter de l'argent ou demander une faveur, c'était m'effacer complètement. Tu as déjà parlé à maman et papa, ai-je demandé. Bien sûr, a-t-elle dit, ils sont d'accord, c'est le mieux pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'ils pensent que je vais faire, ai-je demandé, juste partir ? Elle a soupiré comme si j'étais dramatique. Tu comprendras quand tu auras des enfants. Ça m'a fait rire à nouveau, cette fois avec amertume. Tu ne décides pas de ça, ai-je dit, vous n'emménagez pas ici. Nathalie s'est arrêtée à la porte, la main sur la poignée, elle s'est tournée et m'a fait ce sourire, celui qu'elle utilisait quand elle supposait que les choses finiraient par aller dans son sens. On a déjà parlé à maman et papa, a-t-elle répété, et puis elle est partie. Je suis resté dans mon salon longtemps après la fermeture de la porte, écoutant le frigo se mettre en route avec son grognement familier.
Mes yeux ont dérivé vers la lettre de la banque sur le frigo. Pendant une seconde, je me suis demandé si j'avais imaginé toute la scène. Ce n'était pas le cas. Cette nuit-là, je n'ai pas pu me concentrer sur mon travail, mon cerveau tournait en boucle sur les mêmes mots, logement familial. Comme si mes années de sacrifice ne comptaient pas, comme si l'ADN leur donnait un droit de propriété sur ma vie. J'ai appelé mon copain, Thomas, et je lui ai tout raconté. Il a écouté calmement, sans m'interrompre, sans essayer d'arrondir les angles. Ce n'est pas normal, a-t-il fini par dire, Élodie, ce n'est pas acceptable. J'avais passé toute ma vie à entendre que c'était normal. Nathalie avait 4 ans de moins, c'était l'enfant roi. Les professeurs l'adoraient, les voisins la louangeaient. Quand elle oubliait ses devoirs, mes parents disaient qu'elle était surmenée. Quand j'avais un 14 au lieu d'un 18, ils demandaient ce que j'avais fait de travers. Je tondais des pelouses pendant qu'elle se concentrait sur l'école. Mes parents payaient ses colonies de vacances, ses leçons, sa robe de bal, tout en me disant que les temps étaient durs quand ma voiture avait besoin de réparation. Quand elle est allée dans une école de commerce privée avec des frais de scolarité qui me nouaient l'estomac, mes parents se sont portés garants pour ses prêts sans sourciller. Moi, je suis allé à la fac publique avec des bourses et des jobs étudiants, travaillant tôt le matin et tard le soir juste pour garder la tête hors de l'eau. Quand j'ai acheté l'appartement, Nathalie est passée une fois, l'a traversé, a froncé le nez. C'est mignon, a-t-elle dit, je ne pourrai jamais vivre dans un endroit comme ça, mais tant mieux pour toi. Ce commentaire m'est resté. Avance rapide, elle a épousé Marc, un type sympa, prof de SVT discret au collège. Il louait un T4 récent, salle de sport dans l'immeuble, terrasse sur le toit, tout ce que mon endroit n'était pas. Puis ils ont eu un bébé. Les frais de crèche ont frappé, les heures de Marc ont été réduites, Nathalie a quitté son temps partiel et soudain, mon appartement n'était plus si petit que ça. Les appels ont commencé le lendemain matin. D'abord maman, voix douce masquant la déception, puis papa, même discours, ton différent, la famille est de la famille, tu as plus que ce dont tu as besoin, pense au bébé. À l'heure du déjeuner, une tante éloignée m'a envoyé un SMS comme si on avait toujours été proches. Ce soir-là, je me suis assise sur mon canapé en regardant mon téléphone, réalisant que quelque chose avait changé. Il ne s'agissait pas de partager, il s'agissait de contrôle. Et pour la première fois de ma vie, j'ai senti quelque chose durcir dans ma poitrine. Je n'étais plus une enfant, je ne vivais plus sous leur toit, je payais mes propres factures, j'étais propriétaire de ma maison et je ne la céderais pas cette fois. Le déjeuner du dimanche avait toujours été l'arme favorite de mes parents. Ils n'appelaient jamais ça une dispute, jamais une confrontation, c'était juste un déjeuner. Rôti, haricots verts, sourire poli tendu sur des visages qui savaient déjà comment la journée finirait. Alors quand ma mère a appelé vendredi après-midi et a dit « tout le monde sera là, on parlera calmement », je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Calmement voulait dire ensemble. Ensemble voulait dire en surnombre. Pourtant, j'ai dit oui. Pas parce que je voulais y aller, mais parce que je voulais l'entendre dire à voix haute. Je voulais savoir jusqu'où ils étaient prêts à aller. Quand dimanche est arrivé, mon téléphone n'avait pas arrêté de vibrer depuis 2 jours. Nathalie envoyait de longs textos expliquant que c'était temporaire, parlant de sacrifices familiaux, disant que Marc avait fait un tableau Excel pour que je voie les chiffres. Mon père laissait des messages vocaux me rappelant de voir le tableau d'ensemble. Ma mère n'arrêtait pas de dire « tu es tendu ». Le dimanche après-midi, mes nerfs étaient à vif. Thomas a proposé de venir avec moi. J'ai secoué la tête. Pas encore, ai-je dit, je dois faire ça moi-même. La maison de mes parents ressemblait exactement à ce qu'elle avait toujours été, le même papier peint qui se décollait dans le couloir, le même canapé qui s'affaissait au milieu parce que papa refusait de le remplacer. Entrer donnait l'impression de reculer dans le temps. La table était déjà mise quand je suis arrivé. Nathalie et Marc étaient assis d'un côté, serrés l'un contre l'autre comme un front uni. La main de Nathalie reposait de manière possessive sur un dossier épais devant elle. Marc fixait la table comme s'il essayait de mémoriser les rainures du bois. Mes parents rôdaient dans la cuisine, échangeant des regards. « Salut », ai-je dit. Nathalie a souri brillamment, trop brillamment. Timing parfait, on allait passer à table. La nourriture a à peine eu le temps de refroidir avant qu'elle ne commence. On a seulement besoin de l'appartement pour 1 an, a-t-elle dit doucement, comme si elle m'offrait un cadeau, peut-être moins. 1 an, ai-je répété.
Eh bien, ça dépend, a-t-elle dit rapidement, une fois qu'on se sera remis sur pied. Elle a fait glisser le dossier vers moi. Marc s'est raclé la gorge. On a élaboré un plan. Budget, calendrier. Je l'ai ouvert. Des pages de chiffres, des graphiques, des colonnes propres. Loyer indiqué à 0. Charge divisée par 2. Pas de frais de copropriété, pas d'entretien, pas de réparation. Comme si l'endroit fonctionnait aux bonnes intentions. Vous couvririez les charges, ai-je demandé. Nathalie a hoché la tête. Évidemment, c'est tout. Maman s'est penchée en avant. Chérie, c'est temporaire. Pense à la petite, elle a besoin de sa propre chambre. J'ai regardé Nathalie. Vous louez un T4 maintenant. C'est trop cher, a-t-elle dit sèchement. Alors prenez quelque chose de plus petit. Son sourire s'est crispé. Pourquoi on devrait tout bouleverser alors que tu as de l'espace qui reste inutilisé? J'ai senti ma mâchoire se serrer. Parce que c'est chez moi. Papa a posé sa fourchette comme s'il allait délivrer une sagesse divine. Il s'agit de la famille qui travaille ensemble. Tu as la place, ils ont le besoin, c'est du bon sens. J'ai tapoté le dossier. Vous avez écrit ça comme si j'avais déjà accepté. Silence. Nathalie a finalement dit, on s'est dit que tu serais raisonnable une fois que tu aurais vu les chiffres. J'ai tourné la page jusqu'à la copie de leur bail que j'avais imprimé plus tôt et glissé dans le dossier sans qu'elle le remarque. J'ai vérifié votre bail, ai-je dit calmement. Nathalie s'est figée. Quoi? C'est public, ai-je dit. 3 mois de pénalité de loyer pour résiliation anticipée, c'est ça? Marc a bougé sur sa chaise. Le visage de Nathalie a rougi. Ça ne te regarde pas. Tu en fais mes affaires, ai-je répondu. Vous voulez emménager chez moi pour éviter de payer des pénalités sur votre appart. Soyez honnête. Maman a froncé les sourcils. C'est vrai? Nathalie a craqué. On a juste besoin d'un nouveau départ. Alors sois honnête à ce sujet, ai-je dit. Ne prétends pas que c'est une question d'équité. Marc a finalement parlé, la voix basse. On essaie juste de trouver une solution qui marche pour tout le monde. Pour tout le monde, ai-je répété. Ou pour vous? Il n'a pas répondu. La voix de Nathalie est montée. Tu n'utilises même pas la deuxième chambre. Elle est juste là alors qu'on est en train de se noyer. Et à qui la faute, ai-je demandé doucement. Elle a frappé la table de la main. On est de la famille. La famille respecte aussi les limites, ai-je dit. Tu ne peux pas décider que ma maison n'est pas la mienne parce que tu as fait de mauvais choix financiers. Papa a soupiré. Calmons-nous. Non, ai-je dit en me levant. Vous êtes tous venus ici prêts à me faire culpabiliser pour que je cède ma maison. Je ne le ferai pas. La voix de Nathalie tremblait. Alors tu préfères nous voir à la rue? Vous n'êtes pas à la rue, ai-je dit. Vous avez un bail. Vous avez des options. Juste pas la mienne. J'ai attrapé ma veste. Merci pour le dîner, ai-je dit. Bonne chance avec le bail. Personne ne m'a arrêté. Les textos ont commencé avant que je n'arrive chez moi. Nathalie, on peut encore arranger ça. Maman, la famille passe avant tout. Papa, déçu. Je n'ai pas répondu. Une semaine a passé. Puis un soir après le travail, j'ai remarqué des rayures près de ma serrure. Elles étaient petites, faciles à manquer, mais j'habitais là depuis 5 ans, je connaissais chaque marque sur cette porte. Mon estomac s'est noué. J'ai renforcé la serrure le lendemain, installé 2 caméras, une dans le couloir, une à l'intérieur. Pendant 2 nuits, rien ne s'est passé. La 3e nuit, mon téléphone a vibré à 2h37 du matin. Mouvement détecté. J'ai ouvert l'application. Nathalie se tenait devant ma porte, capuche relevée, un tournevis brillant dans sa main. Et à ce moment-là, j'ai su que ce n'était plus une histoire de famille. C'était une question de sentiment d'impunité, et ça allait mal tourner. Le bruit qui m'a réveillé n'était pas le téléphone lui-même, c'était la vibration contre la table de nuit, aiguë et urgente. J'ai plissé les yeux vers l'écran. Mouvement détecté à votre porte. Pendant une demi-seconde, mon cerveau a essayé de rationaliser, un voisin,
quelqu'un dessous au mauvais étage. Puis j'ai ouvert le flux de la caméra. L'image était granuleuse et en noir et blanc, mais on ne pouvait pas s'y tromper. Nathalie. Capuche tirée bas, épaules voûtées. Dans sa main droite, quelque chose de métallique accrochait la lumière du couloir alors qu'elle le bougeait vers ma serrure. Ma poitrine s'est serrée si vite que j'ai eu l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. J'ai appuyé sur enregistrer. Mes mains tremblaient, mais mes mouvements semblaient étrangement calmes. Je me suis glissé hors du lit et j'ai composé le 17. Il y a quelqu'un qui essaie de s'introduire dans mon appartement, ai-je chuchoté quand l'opérateur a répondu. J'ai une vidéo. Il a demandé mon adresse, m'a dit de rester à l'intérieur, m'a dit que des officiers étaient proches. Sur l'écran, Nathalie travaillait la serrure comme si elle l'avait déjà fait, comme si elle s'attendait à ce que ça cède, comme si elle pensait que je n'étais pas là. Les lumières du couloir se sont allumées automatiquement. Elle s'est figée une seconde, a regardé par-dessus son épaule, puis est retournée à la serrure. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de la colère, pas de la peur, quelque chose de plus froid. La dernière pièce du déni qui se mettait en place. Ce n'était pas du désespoir, c'était de l'arrogance. Des bruits de pas sont apparus sur le flux de la caméra. 2 policiers avançant rapidement dans le couloir. Nathalie ne les a pas vus jusqu'à ce qu'ils soient presque sur elle. Madame, reculez de la porte. Elle a sursauté, s'est retournée, bégayant immédiatement. J'ai oublié mes clés, c'est chez ma sœur. Je suis resté derrière la porte jusqu'à ce qu'un des policiers frappe et s'identifie. Quand j'ai ouvert, mes jambes semblaient prêtes à lâcher. J'ai tenu mon téléphone, enregistrant toujours. C'est elle, ai-je dit. C'est ma sœur, et c'est un tournevis. Le policier a regardé la vidéo. Le visage de Nathalie s'est vidé de son sang. Ils lui ont demandé une pièce d'identité. Elle a essayé d'en rire. C'est un malentendu. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Ils lui ont passé les menottes juste là, dans le couloir. Je n'étais pas présomptueuse, je n'étais pas soulagée, je me sentais juste épuisée. Un policier est resté avec moi pour prendre ma déposition. L'autre a emmené Nathalie dans le couloir. 5 minutes plus tard, Marc est arrivé en courant dans le couloir en jogging, panique écrite sur le visage. Qu'est-ce qui se passe, a-t-il demandé, essoufflé. Elle a essayé d'entrer par effraction, ai-je dit platement. Il a regardé le policier, puis Nathalie. Elle pensait qu'elle avait toujours un double. Je ne lui en ai jamais donné, ai-je dit. Marc s'est frotté le visage. Il n'a pas argumenté après ça, a juste marmonné quelque chose à propos d'appeler un avocat et les a suivis. Quand la porte s'est finalement fermée, j'ai verrouillé le loquet et je me suis appuyé contre, fixant le vide. Le lendemain matin, j'ai pris quelques heures de congé. Je suis allé au commissariat et j'ai remis les images. Ils m'ont donné un numéro de dossier pour ma plainte. Quand je suis rentré, j'ai tout sauvegardé 2 fois, une fois sur une clé USB, une fois sur un cloud avec un mot de passe que je n'avais jamais utilisé. J'ai imprimé le rapport d'incident et je l'ai glissé dans le même dossier que mes papiers d'hypothèque. Propriété, rencontre protection. À midi, mon téléphone explosait. Maman a appelé la première. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur, a-t-elle exigé. Elle a essayé d'entrer chez moi à 2 heures du matin, ai-je dit, je n'ai rien fait. Tu n'étais pas obligé d'appeler la police, a claqué maman. Elle avait un tournevis dans ma serrure, ai-je répondu, qu'est-ce que j'étais censé faire exactement. La famille gère les choses en privé, a-t-elle dit. Est-ce que dans privé signifie prétendre que ça n'est pas arrivé? Elle n'a pas répondu. Papa a appelé 1 heure plus tard. Elle a fait une erreur, ne gâche pas sa vie pour ça. Je dormais chez moi, ai-je dit. Je ne m'excuserai pas d'avoir protégé ma maison. Il a marmonné que j'étais froide. J'ai raccroché. Des textos sont arrivés de parents qui ne m'avaient pas donné de nouvelles depuis des années. Elle ne le pensait pas. Retire ta plainte. Elle a un bébé. Je les ai tous ignorés. 2 jours plus tard, j'ai découvert autre chose. Les casiers judiciaires sont accessibles si on sait où chercher. Nathalie avait une petite condamnation pour fraude datant de 5 ans plus tôt. Peine avec sursis, amende payée. Rien de dramatique, mais pas rien non plus.
Cette fois, le juge n'a pas eu beaucoup de patience. Elle a plaidé coupable. Elle a pris une peine courte, 3 mois ferme, et un casier judiciaire marqué. Marc m'a envoyé un texto pendant qu'elle était incarcérée. Long message. Stress, facture, crèche. Elle essayait juste de garder un toit au-dessus de la tête de nos enfants, a-t-il écrit. Je l'ai lu 2 fois. Sauvegardé. Pas répondu. Leurs finances se sont effondrées rapidement après ça. Pénalité de bail, location à court terme plus chère, Marc portant tout sur son salaire de prof pendant que Nathalie ne trouvait pas de travail avec un casier. 3 mois plus tard, maman m'a dit qu'ils avaient emménagé chez elle et papa. C'est entre vous et eux, ai-je dit. Elle n'a pas aimé cette réponse. Un mois après la sortie de Nathalie, papa est passé à mon appartement pour déposer du courrier arrivé chez eux par erreur. Il avait l'air plus vieux, fatigué. Ta sœur traverse une période difficile, a-t-il dit doucement. Elle a fait ses choix, ai-je répondu. Elle dit que tu la détestes. Je ne la déteste pas, ai-je dit. J'en ai juste fini d'être la personne sur qui tout le monde s'appuie tout en me traitant d'égoïste. Il n'a pas argumenté, a juste hoché la tête et est parti. La vie est revenue à la normale plus vite que je ne le pensais. Travail, sport, réparer cette fenêtre coincée que j'avais ignorée pendant des années, peindre le mur du couloir correctement cette fois. Plus tard, maman m'a dit que Nathalie voulait crever l'abcès. J'ai accepté de la voir à une condition. Ma maison n'est pas un sujet de discussion, ai-je dit. Pas de débat, pas de surprise. Maman a accepté. Je ne le savais pas encore, mais cette conversation serait la dernière illusion à tomber. La rencontre était fixée un samedi après-midi chez mes parents. Terrain neutre, a dit maman. Nathalie était déjà là, assise à la table de la cuisine, les bras croisés, le menton levé de cette façon familière. Marc était assis à côté d'elle, les épaules affaissées. J'ai pris la chaise en face d'eux. D'accord, ai-je dit. Vous vouliez parler. Nathalie n'a pas perdu de temps. Tu n'avais pas à appeler les flics, a-t-elle dit immédiatement, la voix sèche. La famille ne fait pas ça. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Tu as essayé de pénétrer chez moi à 2h30 du matin. Ce n'était pas une conversation de famille. C'était un délit. J'étais désespéré, a-t-elle claqué. Tu ne voulais pas écouter. Il y avait un choix, ai-je dit. Tu ne l'aimais juste pas. Elle a levé les yeux au ciel. Tu as une idée de la difficulté avec un bébé et les factures? On méritait de l'aide. Tu voulais une maison gratuite, ai-je répondu calmement. Marc a tressailli. Nathalie m'a foudroyé du regard. Tu n'as pas d'enfant. Tu ne comprends pas ce que c'est de voir de l'espace gâché alors que tu te noies. Les mots ont frappé, mais ils n'ont pas pénétré comme avant. De l'espace pour lequel j'ai travaillé, ai-je dit. De l'espace que j'ai payé pendant que tu te moquais de lui il y a des années. C'était différent, a-t-elle rétorqué. Tu t'accroches à de vieilles histoires. Non, ai-je dit, je m'accroche à la réalité. Elle s'est penchée en avant. Tu as ruiné mon casier. Tu as ruiné ma vie. Je n'ai pas élevé la voix. Tu as pris le tournevis. Tu t'es pointé à ma porte. Tu as fait ce choix, pas moi. Le silence a rempli la cuisine. Marc a finalement parlé. Elle veut juste dire que ça n'avait pas à aller aussi loin. C'est allé exactement aussi loin qu'elle l'a poussé, ai-je dit. Les mains de Nathalie se sont serrées en poing. Un jour, a-t-elle dit, les yeux perçants, tu auras besoin d'aide. Ne t'attends pas à ce qu'on soit là. Je me suis levé. Bien, ai-je dit. Comme ça, tout est clair. Elle a cligné des yeux, surprise. J'espère que vous vous en sortirez, ai-je ajouté. Mais ma maison est hors limite pour toujours. Pas de débat, pas de visite surprise. Puis je suis sorti. Maman a essayé quelques fois de plus de rassembler tout le monde. J'ai dit la même chose à chaque fois, si ma maison est mentionnée une seule fois, je pars. Finalement, elle a arrêté de demander. La vie est devenue calme. Pas solitaire, calme. Je me suis installé dans une routine qui semblait être la mienne pour la première fois. Travail le matin, salle de sport le soir, week-end passé à bricoler.
J'ai remplacé la fenêtre, peint le mur, acheté des plantes bon marché. J'ai amélioré ma chaise de bureau, installé une vraie étagère, viré le vieux canapé. Des petites choses. J'ai entendu dire que Nathalie avait trouvé un temps partiel et qu'ils avaient trouvé une petite location en banlieue, moins chère. La leur. Je n'ai pas repris contact. Pas par colère, mais par finalité. 1 an plus tard, mon appartement était plus beau que jamais. Parfois, je rentrais après le travail, je verrouillais le loquet et je restais juste là 1 seconde, à écouter le silence. Pas de visite surprise, pas de culpabilité, pas d'appel me traitant d'égoïste. Le silence n'était pas vide. Il était stable. Je m'asseyais sur mon nouveau canapé, télé éteinte, et je sentais le poids de l'année passée se lever enfin de mes épaules. Pas une victoire, pas une vengeance, juste des limites qui restaient là où je les avais posées, et la paix. Une vraie paix dans une maison qui était la mienne de toutes les façons qui comptaient.